Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Café du Market. Aujourd'hui, on va parler du rôle de manager, devenir CMO, Head of, Directeur Marketing. C'est vrai qu'on voit ça comme une évolution un peu naturelle pour des marketeurs qui contribueraient et qui sont performants au quotidien. Pourtant, un bon marketeur, ça fait pas forcément un bon manager, c'est un métier qui est complètement différent. Et justement, aujourd'hui, on va parler de la gestion de cette transition avec Magali Courcol, qui est directrice marketing chez Caméléon. Bonjour Magali. Bonjour Axel, ravi d'être là. Écoute, c'est un plaisir de t'avoir sur le podcast parce que bon, j'allais dire, on se connaît un peu parce qu'on se côtoie dans la communauté et dans d'autres contextes. Donc c'est trop cool d'avoir ton retour d'expérience sur ce sujet qui est, c'est vrai qu'enfin bon, on a l'impression que c'est la trajectoire de carrière un peu naturelle, mais c'est clairement un autre métier, donc on va pouvoir en parler tous les deux. Juste avant de rentrer du coup dans le vif du sujet, bah, si tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas, s'il te plaît. Oui, tout à fait. Alors moi, Magali, directrice chez Caméléon, directrice marketing chez Caméléon depuis bientôt 5 ans, dans quelques jours. Ça passe trop vite. 4 cafés minimum par jour. Je suis dans la team, il n'y a pas d'heure pour le café, voilà, même Ouais, le soir. Et voilà, en gros, 12 ans d'expérience dans le marketing, toujours dans le B2B. Que ce soit du service ou du SaaS, avec une ligne directrice qui est plus c'est niche, plus j'y suis allée. Voilà. J'ai bossé dans l'optimisation de charges sociales, la prévention des risques professionnels. J'étais aussi en cabinet de conseil. Et voilà. Et j'ai débarqué dans le beau monde de l'expérimentation de l'A/B testing il y a 5 ans maintenant. ok, très cool. Écoute, effectivement, il n'y a pas d'heure pour le café. Je pense que j'en prends plus que toi. Enfin, peut-être que je le regretterai à un moment donné, mais dans ma vie, je sais pas. À un point, Bon, on verra. Mais bon, c'est vrai que ça fait partie des choses. ça fait partie de la routine. Je commencerai Ouais, une journée sans mon café au travail, ça c'est sûr. carrément. Bah, du coup, on va rentrer dans le vif du sujet parce que, bon, peut-être pas parler café pendant une demi-heure, mais Non. l'idée, effectivement, c'était qu'on puisse parler de ce rôle de manager. Toi, t'es manager, donc t'as dit, ça fait 5 ans, bientôt 5 ans, du coup, bon anniversaire, chez Caméléon. T'es manager depuis 4 ans, tu me disais. Euh, Dans quel contexte, donc t'es pas arrivée en tant que directrice marketing, dans quel contexte est-ce que tu as accédé à ces responsabilités? Ouais, alors c'était un peu particulier parce qu'effectivement, j'ai pas vraiment été recrutée comme CMO ou directrice marketing. En fait, j'ai rejoint les équipes marketing de Caméléon en tant que content et operational marketing manager, voilà, dans une équipe déjà de 4 5 personnes. Et en fait, 4 mois après mon arrivée, ma CMO qui m'avait recrutée à l'époque est partie à un nouveau challenge professionnel. Et donc ça a complètement rebattu les cartes de l'équipe. Et en fait, au bout de quelques semaines, mon CEO m'a proposé de progressivement prendre les rênes de l'équipe. Voilà, tout simplement. Donc c'était pas du tout, j'ai pas été recrutée pour ça explicitement, même s'il y avait, j'avais un niveau de seniorité un peu plus important que certains de l'équipe, mais j'étais pas censée prendre le management de toute une équipe. Ouais, OK, donc c'était promotion interne. J'allais dire pour le coup, tu vois, Oui, on est vraiment sur l'évolution de carrière où, tu exactement. étais sur un poste de spécialiste, on va dire et Mmh. du coup, tu as accédé, à ce poste de manager alors que c'était pas la vocation de ton rôle dans ton recrutement. Non, après je pense que c'était le bon timing dans le sens où j'avais quand même déjà une bonne dizaine d'années d'expérience. Enfin voilà, c'était assez naturel d'évoluer vers ça. Mais j'ai d'abord pris le temps de refuser. En tout cas, j'ai fait un gros refus d'obstacle en disant que voilà, je voyais 2 difficultés déjà, manager des collègues, voilà, que je connaissais pas non plus hyper bien, et puis passer aussi après une CMO qui était rompue à l'exercice, quoi, quelqu'un qui était voilà une flèche du marketing. Moi, je débarquais dans l'univers du marketing digital pur et dur, je connaissais pas, et donc du coup, voilà, c'était assez compliqué. Et puis je pense que doublé d'un petit manque de confiance, j'en parle, je pense que c'est important d'être assez transparent et de savoir parler de ses vulnérabilités. Et je pense que c'est aussi le cas de beaucoup de profils comme le mien. Bah, ça a fait que j'ai dit, bah non, je pense que je prends pas le rôle. En tout cas, pas comme ça, pas tout de suite. Ouais. Voilà. Ah, j'allais dire surtout si t'admirais, en tout cas, si tu reconnaissais en plus les qualités de ton prédécesseur, Absolument, c'est d'autant absolument. plus difficile Ouais. d'assumer le remplacement au final. C'est, Enfin, je pense, très difficile de se voir proposer. Alors, c'était pas un poste vraiment. Enfin, j'avais conscience qu'on me proposait pas de devenir CMO, mais en revanche, on me proposait quand même de prendre les rênes d'un certain nombre de sujets. Et effectivement, j'avais une grande admiration pour cette personne, donc je me suis dit mince, comment je vais pouvoir être à la hauteur, quoi. carrément. Un, Bah, un sentiment assez classique, je pense. C'est communément c'est clair. partagé par tout un tas de personnes. Le fameux syndrome de l'imposteur, On en ne le plus citera aussi, pas parce ouais. qu'il est un Mmh. peu galvaudé, mais oui, effectivement. Carrément. Mais du coup, comment est-ce que tu as vécu ce changement-là? Donc tu l'as dit, doute, tu refus d'obstacles, c'était quoi finalement les gros challenges que tu voyais? Et est-ce que il y a des choses qui t'ont aidé à vivre cette transition du coup pour t'adapter à ce nouveau rôle?
Alors, moi, la première chose qui m'a aidée, c'est que mon CEO était persévérant. C'est-à-dire qu'il est revenu 2 mois plus tard en me disant: «Si, vas-y Magali, tu peux le faire». Donc je pense que déjà, avoir quelqu'un qui a confiance en toi, ça peut beaucoup aider dans ces cas-là. Donc être bien entouré, ça compte beaucoup. Et puis, j'ai accepté en posant quelques conditions, et notamment une condition assez importante pour moi qui était un coaching individuel, enfin voilà, que je puisse être coachée par un dirigeant. J'ai eu la grande chance d'être sélectionnée par une grande dirigeante qui coach assez peu de jeunes managers, mais bon, elle m'a un peu pris sous son aile. Et j'ai aussi la chance que mon CEO accepte d'investir sur moi, puisque c'était pas du bénévolat a priori. Et donc, j'ai eu la chance de pouvoir être coachée pendant 7 mois par une dirigeante, une fois par mois, qui est venue vraiment tacler l'ensemble des challenges que je lui soumettais, et qui a fait beaucoup de renforcement positif, en gros, voilà, ouais, et qui m'a aidé vraiment à capter sur mes forces, voilà. Mais donc du coup, j'ai accepté enfin voilà, j'ai demandé plutôt ce coaching individuel, et OK. il en est sorti plusieurs choses au tout début. Par exemple, bosser son positionnement. En fait, tu passes d'un collaborateur à un manager. Donc, en fait, comprendre bien définir en fait le cercle de ces responsabilités-là. Donc, par exemple, j'ai rédigé ma fiche de poste. Comme OK. je n'avais pas été embauchée sur cette fiche de là, j'ai re-rédigé, je l'ai resoumis à mon CEO qui l'a validé, a pu communiquer dessus. J'ai aussi euh, progressivement accepté que je pourrais pas tout faire d'un coup, en fait, que j'allais pas devenir la top CMO que j'avais vue en 2 jours, voilà. Et donc assumer qu'il y avait une grande période de transition qui se préparait pour moi. Et donc grosse prise en main des sujets de délégation, chose auxquelles je n'étais pas très habituée. Je pense que quelqu'un qui fait beaucoup, je suis une grosse doueuse, donc là, déléguer, ça devenait prioritaire. Accepter aussi que des choses soient pas faites. Par exemple, j'ai pas eu de content manager pendant un certain temps. C'était très difficile pour moi de trouver une bonne content manager. Donc, pendant plusieurs mois, j'étais toute seule. Bah en fait, je pouvais pas faire deux newsletters par mois, c'était pas possible. Avec 3 articles dans chaque, non, c'était juste pas possible. Donc une newsletter par mois, voilà. J'ai accepté de réduire en fait, d'épurer d'aller de l'avant. Et puis un autre truc que ce coaching m'a appris, c'est de se créer un réseau d'alliés en fait. On devient un petit peu plus isolé quand on est manager. Alors bon, c'est une petite équipe là, c'est différent, mais pour prendre le temps d'avoir des temps d'échange avec des managers du même niveau que toi, voire avec des niveaux de responsabilité plus importants. Et donc notamment, on se faisait des petites task force où on posait un problème sur la table, et l'ensemble des autres managers te bombardent d'idées sans que tu commentes, et te donne une autre perspective sur ce que toi, ce que tu imagines être un problème, et en fait qui n'est potentiellement pas, qui peut être aussi une opportunité. Voilà, donc ça fait partie des choses qui m'ont aidé à vivre la transition. Et puis, si je reviens un peu sur les challenges de cette période-là, il y a eu aussi le challenge de voilà, gérer la transition. Comment est-ce que tu commences à manager des gens qui étaient tes collègues et que tu n'as pas choisi. C'est pas des personnes, c'est pas des personnalités que tu as choisies. C'est même pas forcément des compétences que tu connais bien. Et donc ça a été vraiment important pour moi d'accepter qu'il y ait des départs. Et c'était normal. Il y avait un cycle d'équipe qui se finissait. Il y avait un accomplissement qui était déjà achevé. Et moi, j'arrivais sur une nouvelle phase. Voilà. Donc accepter les départs, accepter que les choses soient instables, et puis profiter aussi de cette période pour approfondir ta compréhension globale des rôles, de l'imbrication des métiers, de leur poids en fait. Quand il manque un rôle dans une équipe, ça t'apprend plein de choses sur toute la valeur de ce poste-là. Donc du coup, c'est assez intéressant de traverser ça. Et puis en fait, aussi adopter une nouvelle perspective. Un départ, c'est pas simplement un échec. Enfin, ce n'est pas un échec. Surtout quand c'est la personne qui décide de partir avec une nouvelle perspective, c'est une opportunité en fait quand tu es manager, parce que c'est l'opportunité d'aller chercher, d'aller créer quelque chose qui te correspond, qui correspond à ta personnalité, à ton fonctionnement. Et donc en fait, le coaching m'a notamment aidé à transformer ça en opportunité. Ah ouais. Oui, dis-moi. Ouais, j'allais dire, ça doit être d'autant plus difficile à vivre qu'effectivement, c'est ce que tu disais, tu avais une personne dont tu respectais en tout cas le travail et Ouais, les tout qualités à fait. avant. Toi, tu arrives, tu prends sa place et donc il y a peut-être aussi des personnes dans l'équipe, qui étaient là parce que le manager était celui-là et qui se sont vus proposer des opportunités, ailleurs, enfin qui ont saisi. Du coup, tu as un roulement dans l'équipe qui te permet au final Exactement. j'allais dire, de reconstruire aussi, en fonction de ce que toi tu vois pour, la priorité du marketing. Bah, tu as tout à fait résumé les choses. En fait, c'est vraiment une période de turbulence, et effectivement, enfin, je veux dire,
le danger de la comparaison est infini à ce moment-là. Enfin, on peut se comparer, se dire, bah voilà, mais oui, à l'évidence, t'es pas au niveau, bien sûr. En fait, c'est pas ce qu'on te demande. On te demande pas de devenir la top CMO qui a déjà roulé sa bosse en tant que CMO dans plusieurs boîtes. Non, là, on te t'offre en fait l'opportunité d'explorer un terrain que tu connais pas. Et donc ça peut être un peu une vraie lutte intérieure de se dire ouais, je veux bien, vas-y, je me lance et accepter de le faire de façon pas parfaite quoi au départ forcément. Et tu fais des erreurs, c'est sûr, tu fais des erreurs. OK, Et donc ouais, du dis-moi. mentoring, ça c'est vachement important. Du mentoring pour effectivement te faire accompagner, c'est presque j'allais dire le mentoring, ça pourrait être comparé à de la formation ou en tout Ouais. cas, Et il y a eu de la d'avoir formation quelqu'un aussi. Il y a eu de la ouais formation aussi, mais et de la formation? ouais, j'ai eu de OK. la formation aussi. Enfin, j'ai en parallèle, il y a eu un cycle de formation manager qui s'est mis en place chez Caméléon avec la formation des managers de façon régulière. Et on a déjà toujours, on a un cercle des managers aujourd'hui chez Caméléon, dans tous les trimestres. On a une demi-journée dédiée à un sujet et on peut faire voilà, de l'échange cross-équipe, cross-manager. Voilà. OK et tu as dit aussi, donc bien, en fait, je pense que c'est ça, c'est avoir conscience que c'est un métier différent au final, donc du coup ça apporte effectivement de la formation, potentiellement du mentoring, redéfinir sa fiche de poste et pour à toi évoluer dans ton positionnement par rapport au reste de l'équipe, j'allais dire de ton équipe et des autres managers et constituer cette espèce de task force avec d'autres managers pour pouvoir challenger un petit peu vos problèmes de enfin vos problématiques on va dire, parce que Ouais, c'est pas ouais. forcément toujours des problèmes, Nos mais vos défis. questions de management quoi, Ouais, vos défis de exactement. management. OK. Exactement, ouais. Ça a été des appuis hyper importants. Et enfin vraiment, je recommande à toute personne qui se voit confier des responsabilités managériales de les réclamer. C'est pas du superflu, c'est de l'investissement en temps, puisqu'en plus généralement, quand tu vis ce genre de transition, t'es au début, t'es un peu moins compétent et t'as besoin de beaucoup de temps pour exécuter un certain nombre de tâches. Et en plus, t'as moins de personnes dans ton équipe. Enfin, moi, je dirais, c'est la sentence, elle est fatale, quoi. Et en plus, il faut prendre du temps pour se former, quoi. Il faut prendre Ouais. du temps et il faut prendre régulièrement parce que tu peux pas tout assimiler en 6 mois. Tu peux pas te former, tu peux pas devenir un bon manager en 6 mois. Et je prétends toujours pas être une bonne manageuse. Je pense que c'est vraiment une histoire de très long terme et qu'à chaque étape de maturité, tu acquiers des nouvelles compétences de management. Donc, il faut aussi accepter que ça prenne du temps, hein. C'est un changement de mindset qui est long et profond, je pense. Et voilà. Très cool. Écoute, super intéressant et donc toi, tu l'as dit, en plus, tu étais donc, contributeur individuel, on Ouais, va dire. En tout ouais, cas, c'est tu ça. étais en Oui, tout oui. cas au content. Mmh. Tu es devenue manager, manageuse. Heu, voilà, donc c'est ce qu'on disait au final, c'est un métier différent, dans l'évolution. Qu'est-ce qui a le plus changé dans ton quotidien, au final, tu vois, dans la réalité du métier? C'est par rapport à ton métier d'avant, aujourd'hui, tu vois, c'est quoi les évolutions? Bah, il y a de fait alors bon, il y a pas mal d'évolutions, mais pour en citer quelques-unes, je dirais, des évolutions, tout simplement de planning. Le job devient pas simplement faire en sorte que un projet sorte du sol. En fait, c'est vraiment aussi beaucoup plus de coordination de fait. Comment tu gardes le bon lien entre tes équipes avec le bon rythme. Comment est-ce que tu donnes de la visibilité aussi à tes équipes. Donc tout ça, c'est vraiment, ça impacte vraiment ton planning. Savoir aussi comment tu gères la proximité en fonction des profils que tu as dans ton équipe. Certains ont besoin enfin, à certaines périodes, on va avoir besoin de plus d'attention, de plus de mentoring, d'être plus proche. D'autres vont avoir, à l'inverse, besoin que tu leur lâches la grappe parce que, en fait, elles plongeront jamais forcément. Je dis elles parce qu'en fait, j'ai que des nanas dans mon équipe, mais quand je dis elles, en gros, c'est les personnes que je manage. Tu leur lâches la grappe pour qu'elles puissent aller plus loin et qu'elles puissent aller chercher elles-mêmes les réponses. Et c'est parfois comme ça qu'on va avoir. Enfin, c'est des styles de management aussi assez différents. Je dirais des choses qui ont beaucoup changé aussi, c'est la délégation, quoi. Je dis plus oui pour que je fasse, mais je dis oui pour faire faire. Et moi-même, en fait, je suis de moins en moins dans la réception des projets plus que dans la génération des projets. Ça aussi, c'est un changement de mindset quand on est et forcément exécutant. On te confie un cahier des charges. Là, mon job, c'est de challenger les cahiers des charges que je reçois si la sollicitation est externe, parce qu'on a des relations avec le product marketing, avec les sales, etc. On a des projets qui nous sont confiés, mais il faut aussi en faire émerger. Voilà. Donc beaucoup plus de temps de délégation et vraiment euh, les compétences qu'on attend de toi à ce moment de la transition, c'est de progressivement avoir
ta propre vision, savoir non seulement la développer, mais aussi la promouvoir en interne, savoir dire non aux projets qui te semblent pas les bons ou qui te semblent très consommateurs de ressources versus un ROI pas assez important. Donc tu deviens un peu la garde de triage de tout ce beau monde et un peu en même temps la fusée qui te fait déclencher des projets innovants. Voilà. Et il y a autre chose aussi qui a pas mal évolué. C'est vraiment une prise beaucoup plus importante aux data. Moi, j'ai pas un profil forcément très très data à la base. Je suis plus une créative voilà. Je suis plus bleu, j'allais dire rouge jaune que bleu pour ceux qui connaissent la méthode DISC. Et en fait, c'est une compétence absolument nécessaire et même si c'est moins international, ça c'est l'orientation data a beaucoup pris d'importance dans mon métier. Voilà, le reporting est nécessaire, mensuel au minimum. Il y a des KPIs que je suis hebdomadairement, mais il y a des KPIs que je suis maintenant mensuellement et de façon très approfondie. Donc beaucoup plus de temps dédié aussi au reporting OK. aujourd'hui qu'avant. Mmh. Donc tu dis, au final, tu es sorti un petit peu des tâches d'exécution, prise de hauteur par rapport à la strat, au final, en tout cas, Ouais, dans la façon de prioriser les projets, donc de dire non ou oui selon sur les choses sur lesquelles on peut te solliciter, mais porter toi-même aussi des actions, innovantes, on va dire, en tout cas des nouveaux projets, j'aime bien cette garde triage au final entre ouais, de ce qui les idées qui peuvent venir de ton équipe, qui peuvent venir des autres services et puis, les projets que toi tu voudrais mener pour prioriser un petit peu tout ça. Heu, un regard plus important sur la data et je pense que ouais, ça, c'est beaucoup par plus. rapport à ce que tu disais dans la posture aussi, mine de rien, par rapport aux autres services, et à ta direction. C'est peut-être aussi là qu'on t'attendait, toi, dans la montée de compétences, d'avoir cet œil plus business au final, Ouais, un œil sur les beaucoup plus KPI, business. sur les Exactement, OK. exactement. Tout à fait. Ouais, ça c'est super, c'est effectivement, j'allais dire, je pense que c'est quelque chose, ouais, tu vois, on en a déjà parlé un petit peu sur le podcast avec, d'autres CMO, de cet aspect où effectivement, là où tu étais dans tes tâches, d'un coup, tu te retrouves à devoir justifier ou en tout cas voir l'impact business, et tu es obligé d'avoir ce langage, plus KPI, Ouais. et Et puis de fait, après tu alloues aussi tes budgets. Donc c'est quelque chose que j'ai pas évoqué, mais effectivement on te demande de maîtriser ton budget, d'avoir une vision. Voilà, tu fais pas juste ton événement, tu sais combien le rendez-vous que tu vas prendre sur ton événement va coûter et combien tu benchmarks avec les autres et tu vas voir si la qualité de ce rendez-vous elle est suffisante par rapport aux autres événements. Donc ça c'est des datas que tu dois absolument avoir en tête quand tu te lances, notamment dans ce genre de budgétisation. Voilà. OK. Et du coup, alors donc tu l'as dit, au final, c'est de l'apprentissage continu, ce rôle de manager, et donc forcément, toi, en 4 ans, tu as dû voir passer pas mal de choses. Tu as certainement beaucoup appris par rapport à ça. Qu'est-ce que tu as mis en place, dans la gestion de l'équipe, dans le management au quotidien pour t'assurer, du coup, que l'équipe soit efficace? Voilà, par Ok. rapport à enfin, qu'est-ce que tu as pu voir par rapport à Alors ça? j'ai commencé par des choses simples. Et petit à petit, j'ai essayé de spécialiser, mais déjà, j'ai un peu structuré les rendez-vous de l'équipe. On a hérité, je suis arrivée juste après le Covid, moi. Donc, il y avait en place un daily. Tous les matins, l'équipe se voyait à distance, un quart d'heure, voilà. En fait, j'en ai conservé deux, un lundi matin et un le jeudi matin. Donc, le lundi matin, on prend vraiment un quart d'heure pour vraiment parler de nos vies, quoi. Enfin, je veux dire, c'est de vraiment prendre le temps d'assimiler ce qui est passé dans le week-end, se saluer vraiment, et on parle pas de taf. Les premières OK. choses qu'on se dit le matin, c'est vraiment, on parle pas de taf pendant au moins un quart d'heure. Et après, on fait un quart d'heure, on se dit, OK, c'est quoi ma priorité de la semaine? Chacune. On fait un tour de table dans l'équipe. Et puis, on s'en a un deuxième le jeudi qui nous permet de faire un point un peu à mi-semaine, voir où est-ce qu'on en est par rapport ce qu'on s'est dit le lundi et donner de la visibilité sur les 2 derniers jours de la semaine. OK. Et Ça, tu les fais à ouais, quelle heure? Pardon, je petite l'ai fait question, mais à 9h30. OK. 9h30. Donc arrivé au bureau, on Arrivé, se fait le point, paf, quoi. ouais, on y va. On prend un café, on y va. Et puis j'ai aussi une heure de réunion tous les mardis
où là, pour le coup, on suit nos OKR, j'en reparler peut-être après, mais là, pour le coup, c'est vraiment suivi des résultats et des projets de façon un petit peu plus granulaire et avec des rendez-vous réguliers sur le reporting ou des focus projets un peu particuliers. Donc là, ça nous permet d'aller davantage travailler ensemble, de se donner de la visibilité et surtout de suivre le rythme. Voilà. Voilà pour les rendez-vous qu'on a au marketing. Après, toutes les fins de trimestre, en fait, j'organise un mini off-site. On va passer une demi-journée en dehors des bureaux. Moi, on sous-loue des salles de réunion et où on va dans un bar et où enfin bref, on va dans un endroit qui nous sort un peu de notre cadre et on fait le point sur nos objectifs du quarter suivant. Donc, Ok. je suis beaucoup plus collaborative aujourd'hui que je pouvais l'être il y a 2 ans, par exemple. Et je leur demande, vraiment aux personnes de mon équipe d'arriver avec des idées pour ces objectifs, les objectifs personnels qu'elles se donnent pour le mois. Et après, on les ajuste ensemble et on les accorde bien sûr à la stratégie globale de l'entreprise. Mais disons que c'est vraiment un temps de brainstorm et de coordination hyper important. On doit souvent renoncer à beaucoup de choses. Donc ça, c'est le plus dur, je dirais. Mais ce qui est bien, c'est que dans mon équipe aussi, j'ai des profils très enthousiastes qui vont, enfin j'en fais partie, hein, qui vont mettre peut-être trop sur la table, et des profils qui disent attention, on va se cramer. Et donc là, c'est trop. Donc comment on fait? Et donc ça, c'est intéressant d'avoir cet équilibre dans l'équipe. Et c'est pour ça que c'est aussi intéressant de pas faire ça seul. Et tu dis à ton équipe, voilà, c'est comme ça qu'on doit faire. Non, travaillons ensemble, voyons où on peut mettre le curseur au bon endroit. Donc ça, c'est quelque chose aussi hyper important que je développe. Et puis un dernier truc que je peux partager. Alors, 2 derniers. Un truc qu'on fait, et c'est vraiment une belle, c'est quelque chose que j'ai appris en formation de management, justement. On a mis en place une session de feedback collectif sur notre collaboration. En fait, c'est pas des feedbacks individuels, hein, mais on fait un feedback sur notre capacité à collaborer en équipe. Donc, une fois par trimestre, on se prend 1 heure et demie. Et en fait, on se fait des feedbacks en direct. On a en fait un tableau interactif où on met chacune quel a été le highlight du trimestre. Et après, on dit aux autres quelles sont les choses dont on a plus apprécié dans la collaboration. Donc, on détaille individuellement. Ok. Après, on détaille aussi quelle était la chose la plus difficile pour nous sur ce trimestre et la solution. Les solutions qu'on apporte, voilà. Et Ouais, après, tu on viens pas relit ça juste avec un ensemble. problème. Ah non, tu viens Mm, pas, ouais, mm, tu dis mm. pas juste ah bah j'ai eu du mal là. Non, tu viens avec et tu proposes des solutions à ce problème-là tout de suite, voilà. Et après, on partage. Alors, on peut pas tout redire parce enfin, c'est beaucoup, mais vraiment, c'est génial parce que ça permet de libérer la parole, d'identifier aussi parfois des pain points que tu n'avais pas forcément vus. Et puis, comme c'est collectif, eh ben, déjà, ça génère énormément de gratitude collective. Et ça, c'est un fuel énorme je pense, pour l'énergie d'une équipe. De se rappeler tous les succès et de se complimenter devant les autres, c'est un pouvoir énorme en termes de motivation des équipes. Et il y a des choses, mais on se rend pas compte l'impact qu'on a chez les gens. Et ça fait du bien parfois de le réaliser, de mettre des mots dessus. Et à l'inverse, le fait d'identifier aussi des solutions collectivement, bah, t'es plus créatif. Et toi, t'es pas ton manager tout seul avec tes petits points à essayer de trouver un problème pardon, lapsus, trouver, Une solution à un trouver, problème. Ouais. trouver une solution à un problème individuel. Voilà. Enfin, je trouve que la vertu du collectif dans ce feedback est hyper important. Ce qui n'exclut pas non plus une comment dire, une culture du feedback individuel pour des sujets qui seraient plus personnels. Tous les sujets sont pas bons à poser sur la table devant toute l'équipe, bien entendu. Certains feedbacks ont besoin d'être faits en individuel. Et ça, je pense que c'est un exercice très, 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 très délicat de savoir faire un feedback, surtout quand il est un petit peu un peu Négatif. difficile, voilà, Ouais. ouais, négatif. Mais si j'ai appris quelque chose ces dernières années, c'est qu'il faut jamais s'asseoir dessus et en se disant le mettre sous le tapis en se disant ça va se tasser. Non, Ouais. voilà. Et en même temps, j'ai aussi appris que il faut jamais le faire à chaud.
Ouais. et jamais ah, ça c'est mon côté, Ouais. c'est ma personnalité aussi qui parle. Mmh. Ma spontanéité et mon énergie fait que j'ai pu regretter d'avoir fait des feedbacks à chaud parce qu'ils n'étaient pas assez mesurés, parce qu'il n'y avait pas de recul, etc. Ouais. Voilà, et c'est hyper important. Et puis dans le recevoir, enfin, j'imagine aussi Alors, que ça, c'est quelque chose, tu pas là forcément, enfin, tu l'habitude quand t'es en dessous, on va dire, de recevoir du feedback, mais quand c'est toi le manager, c'est aussi eh ben, particulier. figure-toi que c'est ce que j'allais rajouter. OK. Et une dernière, je pense, un dernier truc que j'ai beaucoup appris dans le management, c'est savoir créer le climat, que l'autre te donne la liberté de se faire ce feedback. Et l'encourager régulièrement. Dire voilà, moi je te fais des feedbacks, mais toi aussi tu as le droit de m'en faire, positif, négatif. Et savoir parfois mettre pause. Je pense que dans nos métiers marketing, on est mais en tout le temps un peu dans la fuite en avant. On a tellement de projets, on est tellement sur des terrains d'action hyper variés qu'on peut oublier cet aspect-là. Et donc voilà, moi c'est un point sur lequel j'essaie d'être vigilante. Je ne serai jamais assez, mais de créer ce climat d'écoute et de un peu pacifier pour laisser aussi la parole à laisser un terrain de parole pour les personnes avec qui je bosse, qu'ils puissent aussi me faire ce feedback. OK. Et du coup, quand on préparait l'épisode aussi, tu m'as dit que tu avais vachement fait évoluer dans la construction de ton équipe. Donc là, tu étais dans le management un petit peu au quotidien, mais la façon dont tu recrutes aussi les personnes qui vont vous rejoindre, du coup, que ça avait pas mal évolué par rapport bah, à tes apprentissages Ouais. là-dessus. Est-ce que tu peux me partager un petit peu là, cette Alors ouais, expérience-là? non, c'est intéressant. Bon, franchement, je vous livre ce que j'ai là maintenant, et il y aura aurait sans doute beaucoup d'autres choses à dire. Moi, j'ai une expérience, allez dire, voilà, de 4 ans, donc elle va encore évoluer. Mais effectivement, en fait, recruter, ça s'apprend vraiment sur le terrain. Je Carrément. crois qu'il y a pas de, il y a pas de recette toute faite. Tu peux préparer la meilleure trame d'entretien possible. Il y a des choses qui sont pas palpables, si je peux me permettre, que tu apprends vraiment en vivant un recrutement, un process de A à Z, en vivant aussi avec la personne que tu as recrutée. Et, euh, et donc, je pourrais dire quelques petites choses comme, déjà, je pense qu'il faut bien se connaître soi. Parce qu'en fait, si tu sais pas comment tu fonctionnes, si tu connais pas un peu tes drivers, si tu connais pas un petit peu ce qui te pousse dans tes retranchements, et à l'inverse ce qui te fait avancer, eh ben ça va être très difficile d'étudier, enfin en tout cas d'observer chez l'autre ces éléments-là, et donc de trouver une personne qui te complémente bien. Je pense qu'il y a vraiment une alchimie à créer. Donc déjà, hyper bien se connaître. Il y a plein de tests. Enfin, je suis pas experte là-dedans, mais j'ai évoqué le DISC, qui me paraît être une méthode hyper basique, mais qui est quand même intéressante. Il y a énormément de tests, les 16 personnalités, etc. C'est trop intéressant, et je pense que c'est hyper important de le savoir pour toi déjà comment tu fonctionnes. Et donc travailler sur soi d'abord. Après, vraiment pas vouloir aller trop vite. Là, c'est la fuite en avant. Je pense que quand tu es jeune manager, qui te manque quelqu'un dans ton équipe, tu te dis ça Faut ira que je comble beaucoup le mieux trou. dès que Ouais. j'ai quelqu'un. Et donc en fait, tu peux vouloir aller hyper vite et prendre le premier profil qui te semble répondre à ton besoin, et puis bâtir là-dessus quelque chose qui finalement va peut-être se révéler fragile sur le long terme, parce que en fait t'as pas pris le temps, et surtout tu t'es pas donné le temps de challenger cette candidature avec d'autres. Et donc avoir de la patience. Honnêtement, il y a plusieurs postes que j'ai recrutés. Parfois, pendant plusieurs mois, j'ai pas eu de personne sur le poste. Et je dirais, ouais, c'est des beaux recrutements à la fin, des très beaux recrutements. Donc pas vouloir aller trop vite, bien se connaître. S'il y a un doute, il n'y a pas de doute. Je pense que c'est vrai pour le recrutement, c'est vrai pour les relations amoureuses, c'est vrai pour beaucoup de relations humaines. Mais s'il y a un doute, en fait, il faut pas l'éviter. Il faut aller creuser. Alors, ça veut pas dire que c'est une sentence définitive, mais je pense que Irrévocable. s'il y a un doute, il faut aller regarder pourquoi tu as ce doute. Euh, Être à l'écoute du ressenti, je pense que c'est quelque chose d'intéressant. Je pense que ça dépend aussi de ta personnalité. Des gens sont beaucoup plus analytiques que moi. Moi, je suis très intuitive, donc vraiment être à l'écoute de ce driver intérieur, je pense que c'est hyper important. Et puis, dernier conseil que j'ai reçu plusieurs fois, et je pense qu'il est peut-être un peu tarte à la crème, mais s'entourer de gens plus intelligents que toi, c'est jamais une menace. C'est vraiment un grand bénéfice pour ton équipe. Donc une personne qui est plus smart, ou qui a plus de compétences que toi sur un certain nombre de sujets techniques, elle va venir faire de la lumière sur ton équipe en fait.
Moi, j'adore apprendre des choses des personnes avec qui je travaille. Ouais. Et je suis ravie d'apprendre tous les jours des choses. Voilà. Moi, je développe mes compétences grâce aux personnes de mon équipe, des personnes aussi, des autres managers, Mmh. énormément. Mais aussi quand le savoir-faire il vient de la base, je trouve que c'est super réjouissant, quoi. C'est Ouais, bah, tu pas enfin, c'est aussi pour ça que tu recrutes, c'est que tu pas experte de tout et puis du coup, exactement. bah, c'est prendre des spécialistes, de certains métiers, ça apporte forcément, même si au début, tu peut-être un petit peu, enfin, surtout quand tu es jeune manager, j'imagine que tu as cette question en tout cas de légitimité par rapport à un sujet: «Ouais, mais s'il le connaît mieux que moi, comment je vais pouvoir le coacher?» enfin, le Et manager en tout cas, c'est voilà. vraiment ça. Ça fait Mmh. ça fait hyper peur de au départ, on se dit: «Mais comment je vais pouvoir choisir la bonne personne?» Ouais. Je sais même pas quel est le savoir-faire, en fait. Enfin, en tout cas, Mmh. je m'identifie pas comme un spécialiste du savoir-faire. Ouais. Et en fait, il y a des méthodes, par des questionnements, par des use cases aussi. Je pense que c'est très important de faire des use cases, de le prendre au sérieux, pas faire juste parce que, c'est l'étape obligatoire. Non, poser sur la table un vrai problème que tu as dans ton entreprise. Moi, à chaque fois qu'un recrutement a bien fonctionné, en fait, c'est que j'ai l'impression, en fait, que l'entretien, c'est en fait, transformé en réunion de travail. Ouais. OK. Quand tu commences à travailler, en fait, que tu poses sur la table des vrais problèmes et que des vrais défis et que tu obtiens de l'autre que tu es dans une relation d'échange qui finit par t'apporter des solutions. Là, tu te dis, OK, j'ai envie de bosser avec cette Ouais. personne. Et c'est un peu comme ça que j'ai petit à petit un peu adapté ma boussole du recrutement. Du coup, ton process que tu as parlé d'use case là, ton process, au final, évolué de recrutement, il ressemble à quoi aujourd'hui? Euh, Alors, oui, si, il a évolué parce que au tout départ, je faisais pas forcément des use cases. Il a évolué parce que, d'une part, je me donne l'autorisation de faire plus d'un entretien si j'ai justement un doute, je fais pas juste un entretien. En fait, je fais des entretiens beaucoup plus courts au départ Ouais. pour voir s'il y a le fit ou pas. Si je le sens, c'est un peu intuitif au départ, mais disons Ouais. qu'un quart d'heure, 20 minutes, je sais. Screening, Voilà, ouais. screening, Mmh. c'est hyper important. Après un entretien plus long, vraiment avec une discussion à bâton rompu, un autre entretien avec un use case, présentation de use case, et là, généralement, quand on arrive au use case, c'est quand même plutôt bien engagé, et je peux faire aussi venir des membres de l'équipe. Parce que je crois vraiment aussi au fait que c'est hyper important que dans l'équipe, il y ait une bonne alchimie. Et donc, je suis intéressée d'avoir le regard aussi des personnes dans mon équipe. Et puis, bien sûr, il y a un step supplémentaire, CEO, éventuellement country manager quand c'est lié à une région particulière. Voilà. Mais c'est pas particulièrement original. Voilà. Ouais. Je dirais c'est plutôt dans la précision et l'écoute ce que je peux mettre dans chacun de ces rendez-vous que ça évolue. OK. Ouais, bah, puis l'intervention extérieure aussi au final, pour compléter ton point de vue, elle est intéressante, parce que tu l'as dit, une équipe, c'est pas que toi et le fit avec la personne avec qui tu as recruté, Exactement. quoi. Mmh. Exactement. Ouais, ça Super, bah, écoute, c'était super intéressant. J'allais si tu as, enfin, au final, tu as distillé pas mal de choses tout le long de la discussion, mais si on devait résumer un petit peu notre échange, mettre un conseil en avant, pour quelqu'un qui va justement faire cette transition, qu'est-ce que tu retiendrais? bon bah je déjà non mais j'ai toujours peur de rentrer Renoncer, trop. renoncer. Non, non, il faut pas renoncer. Non, vraiment, j'ai vraiment envie d'avoir un mot d'encouragement parce que j'ai vraiment traversé des moments ça m'a demandé énormément de résilience, hein, de croire que c'était possible, d'accepter que les choix des autres soient pas des échecs pour moi, notamment. Donc j'allais dire, j'ai juste envie de donner un mot d'encouragement. L'aventure, elle en vaut le coup. Il faut savoir demander. Je pense vraiment qu'il faut savoir demander de l'aide. Euh, Vraiment, moi, j'en ai pas trop parlé, mais j'ai aussi eu une forme de mentoring en interne avec des managers plus expérimentés et Ouais. pouvoir vider son sac de façon transparente à quelqu'un avec qui tu sais ta discussion elle est en sécurité. C'est extraordinaire de pouvoir faire ça. Quelqu'un qui est capable de dire bon maintenant tu sors, tu vas faire un tour pâté de maison et tu reviens. Ouais, et c'est hyper important d'avoir aussi des personnes ressources comme ça dans ton entourage professionnel pour pouvoir traverser les moments difficiles de management et puis être super patient avec soi-même quoi et avec la temporalité des autres. Hein. Ça c'est quelque chose qu'il faut garder en tête, je pense, quand on passe manager. Voilà. Il y a pas, je connais pas d'histoire de manager qui soit
sans crise, qu'elle Ouais. soit grande ou petite, hein, mais je connais pas d'histoire linéaire là-dessus. C'est la patte humaine, hein, donc c'est instable, Yes. mais c'est beau, voilà. Écoute, bah, encore une fois, merci, c'était vraiment enfin, je trouve en tout cas la discussion super intéressante. Merci pour tout ça, Magali, Merci Axel, c'était un et puis, plaisir bah, de parler avec toi. du coup, bah, maintenant on est au bout, il me reste à te souhaiter une bonne journée. Bonne journée à tous. Salut.